Sur le plan éthique, Ricoeur a toujours été, aussi loin que je remonte, je vois qu'il a toujours été convaincu du fait qu'il n'y avait pas d'éthique qui à soi seule qui était la bonne. Et qu'il disait on ne peut pas se réconcilier soi-même éthiquement, car on est tiraillé entre des éthiques différentes. Et donc ces caractères, je dirais, déchirés de la vie morale, ça c'est quelque chose qui a toujours intéressé Ricoeur. C'est pour ça que je dirais que, premièrement, chez Ricoeur, il y a une sorte de pluralisme éthique. Il y a un pluralisme des valeurs, on a besoin de plusieurs éthiques qui se corrigent mutuellement. Alors il y a un endroit dans l'œuvre de Ricoeur où il le construit très bien, c'est dans un livre qui s'appelle « Soi-même comme un autre », où pour se construire soi-même, il faut d'abord voir qu'on est capable d'agir, capable de parler, capable de raconter ce que l'on fait, bon, il y a des étages comme cela, avant d'en venir au sujet moral. C'est déjà un point très intéressant, c'est l'idée qu'un sujet qui n'est pas capable d'entendre un récit de vie de quelqu'un d'autre ou de raconter sa propre vie, qui n'a même pas encore ce degré minimal de cohérence, eh bien, il ne peut pas être un sujet moral. Et que donc, ce que Walter Benjamin appelle la fin du récit, la fin de l'art de raconter, le déclin du récit, le déclin de la narration, c'est comme une sorte d'effondrement des étages inférieurs qui permettent la vie morale. Si les gens ne sont plus capables de se raconter ou d'entendre des récits de vie des autres, eh bien, ils ne peuvent plus être moraux. Alors après, il y a trois étages dans ce qu'il appelle sa petite éthique. Il y a un étage premier étage, c'est ce qu'il appelle la visée éthique. La visée éthique, c'est de dire, on rentre dans l'éthique, non pas par le non, mais par le oui. C'est-à-dire par la confiance. Mais oui, d'abord, c'est bon. Il faut commencer par dire c'est bon. Face à n'importe quoi, c'est bon. Je veux dire, la technique, les progrès techniques, c'est bon. La sexualité, c'est bon. Le désir, enfin tout ce qui fait notre vie humaine, il faut commencer par dire c'est bon. Il y a une sorte de crédit vers l'orientation, vers le bon de toutes les activités humaines. Ça vient d'Aristote, ça vient de Spinoza aussi. Et c'est cette orientation, on va dire, cette finalité, cette visée éthique vers le bon. Et on ne peut pas construire une morale si on n'a pas d'abord cette confiance première, hein, qui est, je dirais, voilà, ce crédit. Le deuxième étage, c'est la norme morale, non plus la visée éthique, mais la norme morale. Vous voyez, il fait l'écart entre éthique et morale. L'éthique, c'est l'intention, au sens où, comme dit Aristote, toute action tend vers un bien. Il ne dit pas toute action doit tendre, il dit toute action tend vers un bien. Bon. Et après, alors, il y a une norme morale, c'est la morale, et là, c'est la tradition kantienne et non plus aristotélicienne. C'est une tradition de la moralitat, c'est la limite, l'interdit, tu ne feras pas cela. Et ne te justifie pas par une justification que tu refuserais à ton partenaire ou à ton adversaire. Donc, il faut que la maxime de ta volonté puisse être universalisée, c'est-à-dire réciproque, etc. Voilà. Et ça, en gros, c'est la règle d'or, c'est de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Et donc, on entre dans la morale par la négation. Et on entre en morale par le sentiment que nous sommes des êtres dangereux. Nous pouvons faire du mal aux autres, nous pouvons nous faire du mal à nous-mêmes. Et donc, le mal existe, le malheur existe. Nous pouvons nous faire du mal. Et donc, on a besoin en ce sens-là de limites, d'interdits. Et donc, là, c'est une figure de la morale comme devoir. Hein. La première, c'était vraiment les figures du désir, des visées. Et là, c'est la figure du devoir ne pas, hein, du devoir de ne pas. Bon. Et puis après, il y a un troisième étage, qui est l'étage de la sagesse pratique, qui est nécessaire parce que ce que Kant n'avait pas vu, que Ricoeur pointe avec Hegel, avec Freud peut-être, avec la tragédie grecque, c'est qu'il peut y avoir un conflit des devoirs. Antigone et Créon, chacun d'eux a un devoir aussi universel l'un que l'autre, et qui rentre en contradiction. Il peut y avoir des contradictions de devoirs. On trouve ça très bien chez Victor Hugo dans Les Misérables. Il y a des moments où il y a deux devoirs aussi importants l'un que l'autre, on est déchiré. Alors ça, c'est très ricoeurien, parce que l'idée que voilà, on peut être déchiré moralement. Il y a des moments dans la vie où on est moralement déchiré. Et la sagesse pratique, c'est justement, c'est pas une bonne solution, c'est simplement, c'est bancal. C'est juste la sagesse post-tragique, au-delà du tragique, à travers le tragique, sans prétendre surmonter le tragique, de dire, ben voilà, là, dans cette situation-là, le moins mal, c'est ça. Et donc, il y a des moments, face à des questions très compliquées, liées aux fins de vie, liées au début de vie, etc. Par exemple, pour prendre quelques exemples, mais des moments aussi, je dirais, de résistance politique, de devoir de désobéissance, qui sont des moments limites où il n'y a pas de bonne solution, il y a simplement peut-être une solution moins mauvaise qu'on va essayer d'argumenter le plus possible.